on arrive face à un humain pour lui dire on est tes parents, on va t'appeler Charles, c'est la rencontre pour la vie quoi. Et ils disent on va le chercher, et là on attend, on se dit quand il va passer la porte, ça va être notre fils qui va passer. Et c'est très 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 bizarre. Le 17 mai 2013, le mariage pour tous et l'adoption pour les couples de même sexe entraient en vigueur en France. Vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Mais où en est-on 10 ans après ? Nous avons rencontré deux couples, Amélie et Myrtille, qui ont adopté Ezra en 2020 près de Toulouse, et Jean-Édouard et Emmanuel, qui ont adopté Charles aussi en 2020 près de Marseille. L'adoption, ça a toujours été ce qu'on appelait notre plan A, quoi. Toutes les deux, on n'avait pas forcément l'envie de porter un enfant. On est plus parti sur le principe de l'adoption parce que ça faisait partie déjà de nos valeurs, de se dire voilà, on voulait vraiment avoir un pupille de l'État. Nous, notre priorité, c'est d'être reconnus tous les deux en tant que pères. Premier constat sur le sujet, les chiffres se font plutôt rares. L'association des parents gays et lesbiens qui tient son propre recensement estime que depuis 2013, 200 familles homoparentales ont réussi à adopter, dont 60% en France et 40% à l'étranger. La durée moyenne entre l'octroi de l'agrément et l'adoption est d'un peu plus de 3 ans. Pour les deux couples que nous avons rencontrés, l'attente a été encore plus longue que cette moyenne. Amélie et Myrtille ont mis 5 ans avant d'obtenir une réponse, Jean-Édouard et Emmanuel, un peu plus de 4 ans. Tout au long du parcours, on se sentait quand même très seul puisqu'il n'y avait pas de recul, pas de visibilité et puis très peu d'informations qui sont données sur les chiffres, sur réellement si oui ou non ça peut aboutir. Donc c'est beaucoup d'incertitudes qui font que dans le fond on se sent très seul au final pendant tout le parcours. On passe par toutes les phases pendant cette attente en fait. On perd un petit peu l'espoir à un moment donné, c'est vrai que l'attente est assez longue quand même. Et du coup on essaie quand même de se projeter une vie de couple et peut-être une vie familiale aussi derrière, mais ne pas se bloquer sur d'autres projets forcément. On se retrouve dans des phases où oui on est à fond, ça va marcher, on lit plein de bouquins, on essaie de se renseigner au maximum. Et il y a d'autres moments où on se dit on est très bien à deux, on continue notre chemin et on fait une croix sur la parentalité parce que on se dit que ça marchera jamais. On savait qu'il y aurait de l'attente, on savait pas comment on allait le vivre. Ouais. C'était plus ça. Moi, je l'ai pas toujours hyper bien vécu parce que forcément, en plus, ça arrive au moment où tous les couples d'amis autour commencent aussi à fonder leur famille et nous, on sent qu'on patine et on a l'impression de s'enliser un peu des fois dans cette attente d'un projet qui aboutira sans doute pas. Enfin, franchement, les statistiques, elles n'allaient pas en notre faveur. Pendant l'agrément, il est obligé de nous mettre en situation. C'est-à-dire qu'on réfléchit aussi à quelle école on va aller, quel sera notre quotidien avec un enfant. Et donc tout est très concret. Pendant l'agrément, on nous parle comme si c'était sûr. C'est ça qui est très dur. Et après, on part sur des si jamais ça allait arriver ou pas. Donc ça, c'est le plus dur. Dans tous les parcours d'adoption, il y a une différence notable entre la longueur de la procédure et la rapidité avec laquelle se fait l'arrivée de l'enfant. En moins d'une semaine, les deux couples sont devenus parents. Nous, ça arrivait à un moment où on avait perdu un peu espoir, où clairement on arrivait à la fin du premier agrément. Et du coup, ils appellent, ils disent juste il faut arriver demain, pour vous libérer pour 15h. C'était le vendredi. Donc là, on arrête tout. Moi, j'organisais un salon et j'avais je sais pas combien de personnes à préparer ce jour-là. Je dis ok, très bien, donc je vous laisse tout tomber. Et puis on avait pris rendez-vous à 15h, il fallait être là, on n'avait pas le choix, on ne savait pas pourquoi. Quand on arrive là-bas, ce qui nous annonce, c'est qu'il y a un petit garçon qui est né, qui a 3 mois. Et voilà. Et du coup, là, je pleure. Je sais pas si c'est de joie, de peur, je sais pas comment réagir. On s'apprêtait à partir en voyage et on est tous les deux motards et on était chacun sur nos motos et en fait sur mon téléphone qui était en GPS sur la moto, j'ai vu donc le mail du service de l'adoption. On revenait à la maison, on arrive et là, du coup, c'est moi qui lui ai dit bon, on part plus en vacances. Donc j'avais pas ouvert le mail, j'avais très bien compris. Donc du coup, on ouvre le mail et là, on découvre que donc on est apparenté à un petit garçon qui est né telle date à tel endroit. C'est ouverture de mail et la vie s'arrête en fait. On part plus en vacances, on appelle nos employeurs, on reviendra pas travailler. Tout au long de la grossesse, au final, l'employeur a le temps de se préparer en se disant le ventre s'arrondit, le départ approche. Alors que là, du jour au lendemain, lundi je serai plus là puisque dans la semaine prochaine, on va rencontrer le service, on va rencontrer le petit puis il va arriver à la maison. Donc c'est vrai que
tout s'arrête, mais concrètement et psychologiquement. On va à la pouponnière. Donc là, très particulier comme moment. Ça avait un côté un peu irréel. Moi, le moment que je me rappelle plus, c'est quand on est assis, c'était un petit fauteuil en rouge, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais on aurait dit une classe pour enfants en fait. Et ils disent, on va le chercher. Et là, on attend, on se dit, parce que quand il va passer la porte, ça va être notre fils qui va passer. Et c'est très, très, très bizarre. Il avait beau avoir 3 mois. Moi, je reste toujours impressionnée à quel point il y a eu un échange et c'était fort. La première rencontre. Mon Charles était tellement bébé, on se disait bon, il va beaucoup dormir. Et là, on est resté une demi-journée et on passait notre temps à se regarder. Ouais, c'est ça en fait, on s'apprivoisait en fait, les regards, tout passait forcément par le regard, mais c'était tellement intense, forcément, la première découverte, c'est vrai que je me rappelle qu'on avait forcément les larmes aux yeux, et que c'était tellement intense en fait, tout devenait concret en fait, et on s'est dit ça y est, c'est notre enfant. Il sait que d'autres enfants ont des papas, que lui il a 2 mamans, qu'il n'y a pas de papa dans son schéma familial, mais il dit moi j'ai pas de papa, et après il passe à autre chose. Voilà. Pour l'instant il creuse pas encore dans le pourquoi il a pas de papa, c'est juste, pour lui c'est comme ça, c'est naturel. Après il connaît son histoire avec la pouponnière et tout ça, parce qu'on en parle. À la crèche, il dit complètement qu'il a ses 2 papas et il en est hyper fier de dire à chaque fois « moi, j'ai 2 papas ». Un beau jour, je suis allé le chercher, il avait un peu moins de 2 ans. Et du coup, il y avait une autre petite fille dans la salle d'attente et elle me dit « tu es qui ?» Alors je dis je suis le papa de Charles. Elle me dit « ah ouais, tu sais qu'il a 2 papas ?» Je dis « ah ouais, je suis au courant, ouais. » Ça le fait grandir Charles, mais ça fait grandir aussi les autres sur la différence et c'est bien. Ah, bien sûr. Les 2 couples nous affirment ne pas avoir subi d'homophobie durant leur long parcours, seulement quelques remarques maladroites. La PGL note également de moins en moins de comportements et d'attitudes homophobes, bien qu'il en existe encore. Une loi votée en 2022 prévoit la mise en place de référents anti-discrimination dans chaque conseil de famille. Il en existe un par département, chargé d'examiner les demandes d'adoption. Et forcément, on a évoqué le fait qu'on était un couple de femmes parce que dans le rapport à l'autre, à la différence, comment on pouvait accompagner aussi l'enfant dans ce... Parce que forcément, c'est notre atypique. histoire, mais c'est notre héritage qu'on lègue à Ezra. Donc, ils disent comment on va l'armer à ça. Pareil, dans un de ces adoptions, ils demandent si on est assez près, par exemple, on n'a pas la même couleur de peau, et si on est armé pour pouvoir l'armer au racisme aussi. Parce que moi, en ce moment, ce qui me fait plus peur, c'est pas l'homophobie, clairement, c'est le racisme. Pendant le processus d'adoption, les questions qui étaient pas très adaptées à notre situation, c'est notamment sur le deuil d'avoir physiologiquement un enfant. Après, à chaque fois qu'il s'est apprêté à poser ce genre de questions, d'elle-même, il reconsidérait la question, mais sur le regard des anciens, où la femme a une vraie place sur la gestion ménage, repas, ça y est, on avait des questions un peu farfelues du genre sur les stéréotypes, du coup qui est-ce qui fait vos courses, qui est-ce qui fait à manger, mais on est 2 hommes, mais on sait faire à manger, on sait aller chez Carrefour, c'était plutôt maladroit. Oui. Ils font des généralités tout le temps pendant le processus d'adoption, et c'était toujours nous qui marquions la différence par cette incertitude de est-ce que ça fonctionne aussi pour un couple homo. Du coup, c'est vrai qu'il y avait certaines réunions où je levais tout le temps la main. Et pour nous, parce que oui, on est différents. Et est-ce que sur un dossier papier, est-ce que vous ferez la différence entre un couple hétéro ou homo, ou est-ce qu'on est tous dans le même bain? J'avais alpagué une des dames en disant mais pourquoi vous répondez pas à nos questions? Elle dit mais si, on répond à votre question, il n'y a juste pas de différence. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, en 2019, la conseillère de Paris Léa Filoche quitte le conseil de famille parisien. Elle dénonce le blocage des adoptions de couples de même sexe par des décisions rétrogrades. Comme tous les mois depuis près de 6 ans, aucun enfant n'a été confié à un couple de même sexe. Je ne souhaite plus cautionner, au nom de la ville de Paris, ces décisions rétrogrades prises par des personnes tenantes de l'orthodoxie familiale, déconnectées de la réalité de notre ville et de notre société, au détriment de l'intérêt de l'enfant. En 2018, France Bleu révèle qu'en Seine-Maritime, les couples homosexuels peuvent bel et bien adopter s'ils sont ouverts à des profils d'enfants atypiques. Il faut entendre par là des enfants un peu plus âgés ou en situation de handicap. Durant leur parcours, les 2 couples ont manqué de modèles, de personnes à qui s'identifier. En témoignant, Amélie, Myrtille, Jean-Édouard et Emmanuel souhaitent aider les autres couples de même sexe à se projeter. Notre ami qui s'est lancé, qui avait fait l'agrément, quand on a eu l'annonce, il s'est dit « ah ouais, c'est possible en fait ». Et ça lui a fait du bien, parce que lui, il a toujours eu envie d'avoir une famille, et
Mais voilà, c'est vrai qu'on a l'impression que ça faisait du bien, que c'était possible. Ça manque effectivement d'avoir ce type d'informations et d'avoir le témoignage, le retour de personnes qui ont ce vécu justement, parce qu'on se projette sur quelque chose qui n'est pas concret au final. La base en fait de notre page Instagram, c'était effectivement de pouvoir démocratiser effectivement cette adoption et de dire que oui, c'est possible. Et de donner de l'information effectivement,